merci d'être présent à ce conseil municipal. Donc, j'ai beaucoup de pouvoir ce soir. Donc, Xavier Demey donne pouvoir à Pablo Diaz. Paul Bobille donne pouvoir à Jean-Pierre Guéguin. Anne Steyer donne pouvoir à Christian Fourmont. Amandine donne pouvoir à Arnaud Dupuis. Guillaume donne pouvoir à Hubert Desblés. Estelle Langlais donne pouvoir à Aude. Vincent Coconnier donne pouvoir à Daniel. Annie Rétif, qui est en panne de voiture, donne pouvoir à Bertrand. Véronique Amiot, qui est en répétition pour la chorale d'ailleurs, n'oubliez pas la chorale à Baie, je sais plus, au mois d'avril, donne pouvoir à Catherine Leclerc. Yoroun me donne pouvoir. C'est l'hécatombe. Et Alain Thierry donne pouvoir à Christelle. Oui, on a le quorum. Mais... Oui, tout à fait. Et donc, avant d'attaquer cet ordre du jour, je tenais à remercier M. Créache de sa présence, je vous propose une minute de silence pour rendre hommage au colonel Arnaud Beltrame et puis aux victimes des attentats de Trèbes. Je vous remercie. Donc nous allons... Non, nous n'avons pas d'approbation. Non. Ben non, puisque le dernier conseil municipal était il y a 15 jours, donc nous n'avons pas d'approbation du compte rendu. Et donc nous allons passer, alors si vous le permettez, nous passons à la délibération 72, comme ça nous allons pouvoir libérer M. Créache, et nous parlons donc des comptes administratifs de la commune. Et nous passons la parole à M. Créache. Vous avez un micro qui est ici. Merci, bonsoir à tous. Donc je vais essayer de vous donner une situation assez synthétique de la situation financière de la commune de Châteaubourg telle que j'ai pu le percevoir moi. Je sais que c'est une soirée avec beaucoup de chiffres. Hein. Alors je ne sais pas si c'est les chiffres qui ont fait fuir ou s'il y a un match de foot, je ne sais pas. Mais, on sait que c'est un sujet qui peut être ardu pour certains. Donc je vais essayer de ne pas trop vous noyer quand même. Non, mais je vais essayer de cliquer. Hein, ça va aller où la petite flèche? Ouais, alors avec ici, voilà, toc. Donc, alors je vais vous lire les chiffres parce que vous inquiétez pas, c'est la seule qui est avec des petits chiffres. Les restes, c'est écrit gros. Le premier document, c'était un peu un document de synthèse. Donc, j'ai repris les différents points qui sont, à mon sens, intéressants d'être regardés, c'est-à-dire l'évolution des produits et des charges de fonctionnement, l'autofinancement, les dépenses d'équipement, les dettes et donc les réserves que la commune peut avoir. Donc sur les produits de fonctionnement, on a une baisse sur l'année entre 2016 et 2017. Ce qui apparaît sur la droite de l'écran, donc vous ne le voyez pas, sauf si vous avez vraiment des yeux de lynx au bout, c'est on a pris un calcul, on a regardé les coûts, enfin les montants par habitant de la commune et on les compare avec les stats nationales. Alors ce sont des chiffres qui sont encore provisoires parce qu'il y a à peu près 80% des communes qui ont validé leurs comptes. Certains ne sont pas effectivement très réactifs, la preuve. Mais nous, c'est vrai, ici, vous aviez fait le nécessaire depuis bien longtemps et les premiers chiffres que vous avez sortis
il n'y avait même pas la moitié des collectivités de la taille de Châteaubourg qui avaient pu valider leur compte. Donc, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, mais c'est vrai que c'est bien de voir cette collaboration, de vous permettre d'avoir l'arrêté de vos comptes très tôt dans l'année. Je pense que c'est quand même un élément très positif. Donc, les produits, si on les regarde par habitant, on est à 1 081 € et la moyenne nationale est à 1 139. Les charges financières réelles, pardon, elles ont augmenté également. Elles représentent 858 € par habitant sur la commune pour une moyenne nationale à 954. L'autofinancement brut a baissé forcément, mais il reste à 223 € par habitant pour une moyenne nationale de 179. On va revenir sur ces points-là, bien évidemment. L'autofinancement net, donc ce qui reste vraiment l'épargne disponible une fois qu'on a remboursé les emprunts, représente une somme de 963 000 €. C'est un montant de 138 € par habitant à comparer à ce qui existe au niveau national, le montant est de 84. Donc là, on voit qu'il y a une différence qui est majeure. Les dépenses d'équipement, elles ont baissé parce qu'il y a eu pas mal de restes à réaliser cette année. Je regardais ça, on en parlera aussi tout à l'heure, mais vous êtes quand même à 302 € par habitant pour une moyenne de 265. Les dettes financières, elles baissent. On est à 5 700 000 € à peu près d'encours de dette au 31 décembre. Ça représente 815 € par habitant, une moyenne nationale de 842. Et donc les réserves, on est à un peu plus de 4 288 000 €. On a à peu près le double de réserves de ce qu'on peut constater au niveau national. Donc voilà un petit peu les différents points que je me propose de vous présenter. Donc je commence par les charges. Donc les charges de fonctionnement, elles ont progressé de 8% sur une année et de 32% en 5 ans. Contrairement aux années précédentes, je n'ai pas mis les montants des charges, mais j'ai indiqué le pourcentage de chaque catégorie de charges dans l'ensemble du budget. Donc la ligne du bas correspond aux charges générales, c'est-à-dire le fonctionnement de la collectivité. En début de période, on était à 26%, ça a monté doucement, on est à 28% en 2017. Quand vous avez les informations sur le compte administratif, c'est vrai que quand on vous a donné un certain nombre d'éléments qui expliquaient ces points-là. On pourra y revenir si vous souhaitez. Le parti du dessus, ce sont les frais personnels. Ça représente aujourd'hui 51% de vos charges. Les charges de gestion courante, donc en comptabilité, c'est 65. C'est surtout tout ce qui est contingent et participation et subventions versées aux associations. Donc là, on voit qu'on est relativement stable. Ça a un peu baissé même sur l'année par rapport à l'année précédente. Et le pavé du haut, en fait, ce sont les opérations d'amortissement. Donc là, c'est des opérations non réelles. C'est vrai que sur les charges de fonctionnement courant, il y a eu un certain nombre d'opérations un peu particulières qui pouvaient impacter l'année. C'est un travail que vous avez engagé depuis plusieurs années et qui se fiabilise de plus en plus et vous affinez vos méthodes. Les opérations de rattachement de charges, c'est un élément important. Au départ, ça avait été estimé. Aujourd'hui, c'est fait de manière beaucoup plus rigoureuse. Et ça, moi, je tiens à le souligner parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a des chiffres qui correspondent vraiment, je ne dis pas au centime près parce qu'on ne peut pas y arriver, mais au plus près de la réalité des opérations annuelles. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Si vous permettez, en fait, ici, il y a justement un gap. C'est vrai qu'il y a eu un changement dans la manière de rattacher chez nous. Et c'est vrai qu'il y a des dépenses ici qui ont été engendrées sur le début de l'année qui auraient été normalement ici. Donc c'est vrai qu'on aurait dû avoir une progression plus linéaire. On avait eu une baisse en 2016. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation plus forte entre 2017 et 2016. Et c'est vrai que vous avez eu des opérations un peu particulières. Je regardais, vous avez beaucoup d'opérations sur les entretiens de bâtiments, de voiries. Je regardais globalement, ça fait presque plus 100 000 € d'écart entre l'année précédente et l'année en cours. Donc c'est de l'entretien. Voilà, donc c'est des éléments importants. Comme beaucoup de communes, vous avez eu un impact aussi sur la remontée des cours de l'énergie. Donc c'est pas neutre parce que ça représente une somme. J'ai évalué ça à peu près à 40 000 €. C'est pas rien non plus. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui se justifiaient, qui sont des opérations. La mise en place du reversement du transport intra-urbain aussi avec Vitreco, ça n'existait pas les années précédentes, c'est pas loin de mémoire 50 000 €. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui expliquent ces évolutions. La diapo d'après, donc vous verrez, la construction, c'est un petit peu comme ça. Je présente une évolution et après, j'ai mis des tableaux qui vous permettent par catégorie de comparer la commune. Alors, je ne vais pas faire la lecture de tout le tableau, hein. Moi, ce que je notais, c'est déjà un premier constat qui, au-delà des chiffres vraiment réalisés par la commune,
c'est le contexte. Vous avez une commune avec une forte progression de la population, vous le savez mieux que moi. Sur les chiffres simplement recensés, nous, au niveau de la DGF, dans nos statistiques, ça fait une progression de près de 12% depuis 2013, donc c'est pas neutre. Vous avez également une commune avec beaucoup de services aux personnes, et notamment dans le scolaire. Donc, par définition, si vous avez une population qui augmente avec le nombre d'enfants scolarisés, vous avez aussi des frais qui en découlent. Les fournitures scolaires, les cantines. Voilà. Alors, on aura les recettes en face, on le verra, mais pour certaines du moins. Mais les charges, par définition, elles progressent. Donc, ça, c'était l'élément qui me paraissait, moi, assez important à noter. Quant aux frais de personnel, on a vu qu'ils avaient augmenté. On est maintenant légèrement au-dessus du niveau de la région, mais en dessous du niveau du national. Alors, ce graphique, je vous le présente tous les ans. C'est pour moi un élément important parce qu'en termes d'analyse sur la capacité et l'autonomie d'une collectivité, c'est important. On compare les charges obligatoires avec les recettes. Plus le pourcentage est élevé, moins c'est favorable. Alors en fait, il se lit de la manière suivante. Le petit triangle du bas, là, enfin le petit signe du bas, en dessous de ce signe, il y a 10% des communes qui s'y trouvent. Le petit triangle du haut, il y a 10% des communes qui sont là-haut. Donc, comme par définition, il vaut mieux d'éviter d'être dans les sommets sur cette affaire-là. Et donc, vous, en fait, on voit aujourd'hui, vous êtes quasiment légèrement au-dessous du niveau moyen national. Donc, ça veut dire qu'effectivement, malgré l'évolution du contexte, vous avez aussi les rythmes scolaires qui ont eu un impact non négligeable sur les charges communales. On le voit d'ailleurs, ça a évolué sur la période. On reste pour autant légèrement en dessous du niveau moyen national. Ce qu'il faut effectivement éviter, c'est d'avoir un dérapage non contrôlé et de se retrouver avec des niveaux très élevés, parce que sinon, un jour comme aujourd'hui, vous votez votre budget, il n'y a plus trop de discussions à avoir, parce que l'essentiel vont sur des charges qui sont fléchées. Et malheureusement, ça arrive dans certains endroits. Les produits, donc ils baissent sur une année, 11,80. Alors j'ai fait une petite flèche avec une annotation, c'est tout simplement pas parce que c'est l'effondrement de vos recettes, c'est qu'en 2016, c'était un cru exceptionnel. Vous aviez comptabilisé les excédents de 2 budgets annexes pour un peu plus d'1 million d'euros. Donc c'est bien, bon, ça ne marche pas chaque année. Ce serait bien, mais voilà, c'est déjà, quand on peut le faire de temps en temps, c'est déjà pas si mal. Pour le reste, l'élément évident, c'est de voir que le socle du bas qui correspond aux ressources fiscales, ça ne change pas. Ce sont les recettes les plus importantes pour la collectivité. Et le petit pavé bleu entre les deux correspond aux dotations diverses et variées que la commune a pu percevoir. Et là, on le voit, mais on va le développer juste après, qu'il y a une baisse assez significative des dotations perçues par la commune de Châteaubourg sur la période entre 2013 et 2017. Alors sur les recettes fiscales, je n'ai pas refait le détail complet parce qu'au moment où on le faisait, on n'avait pas forcément l'ensemble des éléments. Mais ce qui est à retenir, c'est que sur la période, on a une progression de 10,80 des ressources fiscales, donc c'est pas neutre. Que les ressources fiscales, pour se donner des ordres de grandeur, c'est un peu plus d'1 million d'euros, 1 068 000 euros sur la taxe d'habitation, 1 457 000 sur le foncier. Beaucoup de foncier par rapport à d'autres collectivités, parce que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont implantées sur Châteaubourg. Le foncier non bâti, c'est vrai qu'il y a relativement peu de terres agricoles concernées sur le secteur. On est plus urbain que rural. Les allocations de compensation, 87 000 euros. Et le versement du FNGIR, c'est une compensation, une somme qui est versée, gravée dans le marbre, qui résulte de la réforme de la taxe professionnelle. Donc celle-là, elle est marginale, mais elle ne bougera pas. Donc s'il y a au moins un truc qui ne bouge pas, en principe, c'est celui-là. Pour le reste, ça progresse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que comme on a vu la population active, mais aussi ça veut dire des bases en évolution constante sur le domaine fiscal. Donc même sans avoir d'augmentation de taux d'imposition, vous avez naturellement une progression de vos ressources fiscales. Les dotations, je l'ai évoqué, on le voit dans le tableau, c'est un des éléments, c'est que si on le compare au national, vous avez beaucoup moins de dotations perçues que la moyenne régionale ou nationale. Ça, c'est un constat. Sur les autres produits, on est légèrement en dessous, mais pas tant que ça. Et sur les produits recettes fiscales, là, par contre, on voit qu'on est largement au-dessus des moyennes qu'on peut observer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, alors qu'on est sur des villes de même strate, donc de taille équivalente, notre dotation, notamment notre DGF, est très inférieure à la moyenne départementale, régionale et nationale? Alors c'est vrai que la stat, entre 5 000 et 10 000,
on a des communes qui sont de même nombre de population, mais qui ont des configurations qui peuvent être différentes. On a dans un certain nombre de cas des villes relativement importantes qui sont vraiment périphériques de métropoles ou de villes-centres de plus de 100 000 habitants, qui sont dans ces strates, mais qui n'ont pas les contraintes que vous avez, avec notamment tout ce qui est service scolaire ou service à la population, parce que le service à la population, il est dans la ville-centre. Donc vous êtes dans cette catégorie-là. Le deuxième élément, c'est qu'au niveau des dotations, on a un peu, je dirais que je dis pas c'est de la mutualisation, mais il y a une partie, c'est un peu ça, c'est qu'on regarde un certain nombre d'éléments, mais aussi par rapport au potentiel fiscal. Or, ici, on est dans une commune avec des taux d'imposition qui sont bas. Donc, alors je ne dis pas que c'est bien, hein, moi je fais simplement un constat. Le constat, c'est de dire, écoutez, vous avez des recettes fiscales avec un taux d'imposition qui est bas, si vous voulez plus de recettes, eh ben, vous pouvez vous débrouiller par vous-même. Nous, on vous aidera, mais moins que les autres, parce que certaines communes n'ont peut-être pas autant de possibilités d'agir. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est un constat, et c'est souvent effectivement ce qu'on constate pour toutes les communes qui avaient une activité de centre-bourg et qui ont une pression fiscale relativement faible. Elles ont été fortement pénalisées. On va le voir tout de suite sur la DGF, parce que c'est sur la DGF le plus flagrant. Là, il n'y a pas besoin de faire de grands discours, hein. Si on calcule par habitant, la DGF, c'est sur la commune 70 €, la strate nationale, c'est 150. Donc juste, du coup, je me permets de compléter. Si on avait l'équivalent de la strate nationale sur la DGF, c'est des recettes de 600, pas loin de 600 000 €. Enfin, on a 7 000 habitants. Donc on est voilà, entre 500 et 600 000 € de DGF que nous n'avons pas par rapport à la moyenne de la strate. Et si on ajoute à nos taux d'imposition qui sont 25% inférieurs, où là on a aussi un gap, si on se mettait à la moyenne des villes de la strate, on aurait de nouveau 500 000 €. Donc vous voyez, c'est 1 million d'euros de recettes en moins qui sont un petit peu liées à notre taux d'imposition très faible. Tout à fait. Alors, ce n'est pas le seul critère, hein, c'est clair, mais c'est vrai que c'est un élément. Alors, c'est vrai aussi que sur la DGF elle-même, on voit, hein, il y a eu une baisse forte. Hein, on a 8% sur une année et ça fait une baisse de 36% sur la période. Globalement, ça a eu des compensations avec d'autres types de participation de dotation versées. Alors que ça peut être notamment au niveau du département. Alors ça a joué dedans parce qu'il y avait la mise en place d'étapes. Donc on a eu des versements par les départements. Mais globalement, on voit ça vous fait quand même une baisse de 11% de vos dotations sur la période. Donc vous étiez à 1 million, vous êtes passé à 915 000 €. Donc, et sur la seule DGF, on a perdu plus de 200 000 € effectivement. Et donc il y a aussi effectivement entre guillemets ce manque à gagner si on se comparait avec d'autres, c'est clair. Après, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas vraiment de visibilité sur le calcul de la DGF. Pour savoir, il n'y a pas vraiment de levier très précis, parce qu'il y a vraiment une multitude de critères qui rentrent en jeu. Ce qui est certain aussi, c'est que globalement, ce qui vous a un peu sauvé, entre guillemets, c'est le fait justement que vous êtes dans une population avec une croissance de la population. Comme un des critères de la DGF, c'est le nombre d'habitants sur la commune, ça vous a permis d'atténuer la chute. On a des collectivités qui ont une baisse de population et la situation peut compliquer. Et inversement, contrairement à ce qu'on peut dire et entendre soit de certains élus, soit dans la presse nationale, la DGF n'a pas ruiné toutes les communes de France. Parce que je fais tous les analyses en ce moment, et on a une bonne partie de nos collectivités sur le territoire de Vitréco qui voient globalement leur dotation progresser. Donc c'est plutôt les villes de type Châteaubourg, Vitré, qui sont effectivement fortement pénalisées. Et plus on est sur des communes rurales, moins ce constat est vrai. Parce qu'il y a eu d'autres phénomènes de compensation qui ont permis en fait à des communes qui ont aussi moins de marge de manœuvre d'avoir un matelas qui reste relativement stable sur la période. Donc, on fait l'écart entre les recettes qu'on perçoit et les dépenses qu'on a engagées et réglées. Eh bien, on a l'autofinancement brut qui représente un peu plus d'1 562 000 €. Par habitant, c'est 223. Et donc, si on regarde la moyenne nationale, elle est de 179 €. Donc, vous voyez, c'est un peu... Si on retire l'opération là de l'année dernière, qui était un peu particulière, on voit que globalement, on a une certaine régularité. Ça a baissé, évidemment, par rapport aux années précédentes, mais entre 2015 et 2017, il n'y a pas de baisse majeure, malgré les baisses des dotations constatées sur la période.
L'autofinancement net, donc quand on regarde ce qui reste une fois qu'on a remboursé le capital de la dette, bah, ça représente 963 000 euros. C'est 138 euros par habitant. Et donc là, c'est un écart avec le national qui est important parce que le national est à 84. Donc ça mérite là aussi d'être souligné parce qu'on l'a bien évoqué. La dotation elle-même, elle était bien plus faible. Mais on l'a vu dans le premier graphique, l'essentiel de vos ressources, ce ne sont pas les dotations, ce sont vos recettes fiscales. Et comme elles sont dynamiques, ça vous a permis de conserver un autofinancement assez important. Donc avec l'autofinancement, bah, vous avez fait des dépenses d'équipement qui dépassent les 2 115 000 euros. C'est une moyenne de 302 euros par habitant à comparer à la moyenne nationale de 265. Pardon. Donc on voit que là aussi c'est important. On voit un écart par rapport à l'année précédente. Bah, c'est parce que vous avez eu pas mal de projets qui sont engagés, mais qui se retrouvent dans les restes à réaliser. Vous le verrez tout à l'heure dans votre budget 2018. Donc, j'ai plus en tête, mais on ne doit pas être loin de 2 millions et quelques d'euros de restes à réaliser. Voilà. Et donc là, c'est à comparer aussi. Vous voyez, 2 millions d'investissements vraiment pour les usagers de Châteaubourg et un remboursement de dette de 600 000 euros. Donc, vous avez donc investi sans faire d'emprunt nouveau. Et donc, vos réserves dans la période ont augmenté légèrement de 317 000 euros. Alors que l'année précédente, compte tenu du montant d'investissement, vous étiez allé chercher dans vos réserves pour plus d'1 million d'euros. Donc, quand on regarde ça, on fait un bilan. Et le bilan, il reste équilibré. Vous avez un peu plus de 4 200 presque 4 300 000 euros de fonds de roulement, donc de réserves. Vous avez ce qu'on appelle dans le jargon le besoin en fonds de roulement qui est 1 715 000. Donc, en fait, là, ce que je vais montrer juste après, est essentiellement le reflet des résultats de tous les budgets annexes que vous avez, assainissement et tous les budgets de zone et lotissement. Et donc, une trésorerie, effectivement, de 6 millions. Alors, on le voit, c'est ce que j'ai mis ici. Dès lors que vous avez des lotissements ou des zones qui ont été lancées et sur lesquelles vous avez des ventes, eh ben, vous retrouvez de la trésorerie. Et comme il n'y a qu'un seul compte de trésorerie pour l'ensemble des budgets communes et l'ensemble des budgets annexes, bah, ça vous a permis d'augmenter votre trésorerie et donc de ne pas avoir à puiser dans vos réserves pour quelque part financer les investissements que vous avez eus. Alors on voit, c'est évolutif en fonction des années, tout simplement parce que quand on lance un lotissement, bah, on fait d'abord les travaux avant de vendre les terrains. Donc à ce moment-là, les budgets annexes sont plutôt déficitaires et inversement, une fois que les travaux sont finis et qu'on commence à vendre, et ben voilà, les sommes rentrent. Et puis c'est vrai que les ventes sont assez régulières sur le secteur de Châteaubourg. L'endettement, donc, il baisse, 815 euros par habitant, 842 sur la moyenne nationale. Là aussi, premier constat, c'est intéressant à voir. Seul dit comme ça ne veut rien dire du tout, parce qu'en fait, le montant d'une dette n'a de sens que si on la compare aux capacités de remboursement qu'on peut avoir. Et donc, il y a un petit ratio. Alors, en fait, même il y en a deux. Là, on en a mis un qui correspond au ratio d'endettement. Celui que vous avez plus l'habitude de voir, c'est ce qu'on appelle le ratio de désendettement, où on fait la dette divisée par la CAF. Je vous ai remis le chiffre, c'est 3,65 pour la commune, le national est à 4,60. Moi, dans le petit graphique qui est là, c'est le ratio d'endettement. On mesure la dette par rapport au produit. Et donc, on voit que là, après un pic en 91 où il y avait les mobilisations d'emprunt, eh bien, en fait, on redescend et on est quasiment dans le niveau moyen national. Donc, la conclusion, c'est que la situation, elle reste saine. On a une évolution opposée des charges et des produits de fonctionnement qui a fait baisser de près de 50% la CAF, mais on a vu qu'il y avait un résultat exceptionnel, donc c'était un peu logique. Mais elle atteint quand même 1 562 000 euros. On a un autofinancement net qui est de plus de 963 000 euros, donc bien supérieur, si on le calcule par habitant, à ce qu'on peut constater en moyenne nationale. Inversement, vos dépenses d'équipement sont importantes et supérieures à ce que vous pouvez voir au niveau des strates de même taille que la vôtre. Donc 2 115 000 euros de dépenses et un peu plus de 2 200 000 euros de reste à réaliser. Le niveau d'endettement, sur la période-là, continue à baisser et donc il est inférieur à ce qu'on peut constater au niveau national. Et donc je concluais en même temps qu'on est en principe dans un contexte financier qui devrait être plus stabilisé. On nous a dit qu'on allait arrêter de baisser la DGF des communes. On a une situation financière qui, a priori, est un peu plus favorable aujourd'hui. Et donc, si on arrive à maîtriser l'évolution de l'autofinancement,
je crois que la commune n'a pas trop de soucis pour continuer d'investir comme elle le fait depuis plusieurs années en gardant un niveau de réserve suffisant. Voilà ce que je peux vous dire de manière très rapide et en synthèse. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Monsieur Diaz. Merci pour cette présentation très claire. J'avais juste un besoin de définition sur votre ratio de rigidité que vous avez employé au départ, sur voilà, ce que vous mettez au numérateur et au dénominateur, juste parce que vous ne l'avez pas indiqué. D'accord. Voilà. Eh bien, dans le ratio de rigidité, comme je le disais, on compare les charges obligatoires avec les produits, donc l'ensemble des produits. Et dans les charges obligatoires, on garde essentiellement 3 points. Le premier, c'est payer le personnel. Donc ma voisine dira que c'est normal, c'est obligatoire. Quel que soit le statut. Ah oui, c'est les charges de personnel, il y a un contrat, il faut payer les... Vous ne tenez pas compte dans le ratio de rigidité, par exemple... De la proportion de fonctionnaires et de contrats... De se dire qu'on pourrait ne pas renouveler un contrat, etc. Non. C'est vraiment, à un moment donné, s'il y a un contrat, il y a les payes à régler. Donc ça, c'est ce qui a été payé, ce qui a été réglé dans les charges de paye. Donc on est bien sur des dépenses obligatoires. Et qu'il était parce qu'il y avait, d'une manière ou d'une autre, une obligation. Le deuxième, c'est les intérêts des emprunts. Vous avez contracté un emprunt, il faut rembourser les emprunts à la banque, sinon la banque, ils ne vont pas être contents. Et ils seraient fauchés, là, forcément. Et le troisième, c'est lorsque, justement, il y a des conventions particulières que la commune a signées qui engagent la commune. Alors, la principale de ça, c'est les conventions qui existent dans les charges obligatoires sur les enfants scolarisés. Vous savez que dès l'instant où il y a des enfants, s'ils sont en maternelle, il y a un coût par enfant. Si c'est en école primaire, il y a un coût aussi. Et donc, voilà, ça, je dirais, entre guillemets, il n'y a pas à discuter. C'est vraiment une des dépenses qui est vraiment qui est fléchée et qui est obligatoire. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas le cas ici, mais moi, quand je suis arrivé, j'étais très surpris, agréablement, en regardant beaucoup de communes, en mettant charge de rigidité très très faible. Je dis, ils sont super ici. Et en fait, c'est parce que beaucoup s'étaient trompés, ils mettaient les charges obligatoires dans des charges facultatives. Donc évidemment, ça change les choses. Donc quand on a refait classer tout ça, bon, ça faisait des baisses dans les graphiques. Mais au moins, on sait où on en est. Voilà, je pense que c'est surtout ça l'important. C'est ce que je dis souvent, la compta, c'est surtout pour vous un outil de pilotage. Je ne sais pas, les produits. Oui, tous les produits. Enfin, sauf évidemment les produits d'ordre, hein, ceux-là on les exclut, mais tous les produits réels. Une question est à partir de quand, en fait, de quel seuil ça commence à devenir inquiétant? Là, on était à 50% de marge de manœuvre, on va dire, sur les produits, c'est ça, on était à 49%. Donc c'est à partir de quel moment qu'on commence à voir que les marges de manœuvre se réduisent et ça commence à devenir dangereux pour les années à venir? Nous, vous voyez, on le voit un petit peu globalement, les communes arrivent à peu près à tenir. Le seuil, il est autour de 60, un peu plus de 60% de mémoire. Bon là, on voit que quand on a plus, on arrive quasiment aux 2 tiers des produits qui sont affectés sur des charges obligatoires, il n'y a plus de marge de manœuvre dans la collectivité. L'idéal, c'est effectivement de voir comment... Parce que ça a globalement augmenté au niveau national. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Le fait d'avoir mis en place le temps périscolaire a eu une incidence très forte sur la charge de beaucoup de communes. Donc, ça a forcément grévé les budgets des collectivités. Alors, comme dans le même temps, il y avait effectivement une pression sur la dotation, il fallait vraiment être très attentif à ce qui se passait autour. Donc, le ratio a eu plutôt tendance à grimper. Mais voilà, arriver à 60%, moi, ça me paraîtrait... les clignotants passeraient à l'orange en disant qu'est-ce qui se passe là. Il faut rester autour de... Pendant longtemps, on était à 41-42% à peu près. Là, aujourd'hui, on est plutôt autour de 45% dans ces eaux-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Je vous ai pas déjà assommé? Non, c'est tellement clair. Et puis c'est vrai que dans le DOB, on en a aussi déjà pas mal parlé. On a déjà fait pas mal de chiffres au moment du débat d'orientation budgétaire. Bon, eh ben on va libérer Monsieur Créache. Merci beaucoup de cette présentation. Est-ce qu'on peut le laisser maintenant? Oui. Il faut un secrétaire de séance d'abord. Ah oui, il faut un secrétaire de séance. Hubert, désigné.
Merci beaucoup. Monsieur Créache, merci beaucoup. On vote les comptes administratifs, c'est ça? Oui. Délibération 74, et moi je sors. Hein? Donc vous faites les deux CA, vous présentez peut-être le... les deux CA. Ouais, très bien. Donc on fait 74 et 72, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? 72. Très bien. Donc, je vais sortir de la salle puisque, vous le savez, chaque année, je ne dois pas assister au vote des comptes administratifs. Donc, Aude va vous présenter les délibérations 72, 74 et 76 qui concernent donc le vote de l'ensemble des comptes administratifs. Alors, je vous propose de prendre effectivement la délibération 72 dans un premier temps, intitulée Budget assainissement. Compte tenu de ce que M. Créache vient de nous proposer, il est suggéré à l'avis du Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2017 du budget assainissement et de constater la stricte concordance entre le compte administratif 2017 et le compte de gestion 2017 établi par le comptable des finances publiques. Y a-t-il des questions, des oppositions ou des abstentions? Merci, donc c'est voté à l'unanimité. Pour la délibération numéro 74, intitulée Budget annexe approbation du compte administratif 2017 et concordance avec le compte de gestion 2017. Il est donc proposé au Conseil municipal ce soir d'approuver les comptes administratifs 2017 des budgets annexes, de constater la stricte concordance entre le compte administratif 2017 et le compte de gestion 2017 établi par le comptable des finances publiques. Alors, je rappelle, rien du tout. Y a-t-il des questions, des oppositions ou des abstentions? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Et j'arrive à la délibération numéro 76 pour le budget principal cette fois-ci. Il est proposé ce soir au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2017 du budget principal et de constater la stricte concordance entre le compte administratif 2017 et le compte de gestion 2017 établi par le comptable des finances publiques. À nouveau, y a-t-il des questions, des oppositions ou des abstentions? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Et donc, vous allez chercher le maire, peut-être? Et alors, du coup, nous allons vous faire passer le parapheur que je vous demande de signer, sans rien oublier, s'il vous plaît. Monsieur le maire, les différents CA ont été votés à l'unanimité. Attention, attention, ceux qui ont des procurations, il vous est demandé, s'il vous plaît, de ne pas signer à la place de ceux dont vous avez le pouvoir. De ne pas signer. Merci. On reprend dans l'ordre? Ou les budgets? Les budgets. Allez. Ouais.
Alors, nous allons passer au vote des budgets. Eh bien oui, on va attaquer les budgets, comme ça on va pouvoir libérer Karen et les taux. Alors, on commence par quelle délibération? Karen. Délibération, on aurait dû mettre ça dans l'ordre quand même. Hein. Délibération numéro 77, vote des taux. Merci beaucoup. Alors, sans aucune surprise, parce que nous en avions déjà parlé lors du DOB, nous proposons ce soir de ne pas augmenter les taux à Châteaubourg. C'est-à-dire que pour la taxe d'habitation, le taux de cette taxe était fixé à 14,11% en 2017. Nous le maintenons, nous proposons de le maintenir pour 2018. La taxe sur le foncier bâti était à 13,65%. Nous proposons de la maintenir. Et la taxe sur le foncier non bâti était à 42,45%. Nous proposons de le maintenir. Monsieur Créage nous a dit que la variation pourrait engendrer une certaine aubaine, néanmoins. Nous proposons de maintenir ces taux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces taux? Donc je propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et donc à l'unanimité, nous votons le maintien des taux actuels. Donc ça, c'est la délibération 77. Et donc, nous revenons à la délibération numéro 73. C'est sportif hein, ce soir. Oui, on va faire la présentation. En fait, moi, je préfère faire la présentation et on votera ensuite délib par délib. D'accord ? D'accord. Donc, Aude va vous faire la présentation et ensuite, nous voterons les différentes délibérations de budget. Voilà, il est proposé que je vous fasse la présentation pour que vous sachiez précisément ce sur quoi va porter votre vote. En fait, comme le disait tout à l'heure Monsieur Créage, la gestion communale est saine. Alors, il ne vous a pas échappé que la volonté du gouvernement est bien évidemment la maîtrise des dépenses publiques. À Châteaubourg, le maire n'a pas attendu cette directive pour imposer une vigilance réelle quant à la dépense du moindre euro. Et alors, pour ce 4e budget, le maire a demandé un contrôle de toutes les dépenses de fonctionnement pour un investissement toujours aussi dynamique. Et donc, nous allons détailler la manière dont le budget va se développer, se déployer au cours de 2018. Alors, dans un premier temps, l'affectation de résultats. Monsieur Créage nous disait que nous avions un résultat de fonctionnement de 4 181 7,61 €. Il est proposé d'affecter dans un premier temps vers la section d'investissement 2 112 802,60 € et le solde reporté naturellement en fonctionnement à hauteur de 2 068 205,01 €. Nous avons déjà voté les taux. Juste un petit focus sur le fait que ça reste identique. Pour les budgets annexes du BP 2018. Non, budget annexe. Le budget La Bourlière compte un budget de 831 868,68 €. Le Plessis-Beucher, 2 353 733,91 €. La ZAC Multisite, 2 819 584,67 €. La Bretonnière, 19 398 952,34 €. La Bassehaie, 982 212,35 €. Les primes verts, 128 465,62 €. La Emarga, 388 102,86 €. Le budget RIPAM, 92 528 €. Et la gendarmerie, 2 915 750 €. Ce qui porte donc un total général de 29 911 198,43 € pour la totalité de nos budgets annexes. Pour ce qui concerne le budget assainissement. Le budget assainissement, bien évidemment, se décompose en une partie de fonctionnement et l'autre d'investissement. Nous allons les détailler rapidement. La section de fonctionnement s'élève
à 978 267,19 € avec une dotation aux provisions à hauteur de 700 000 € en perspective de la nouvelle station. Pour ce qui concerne la partie investissement, et notamment pour ce qui concerne la partie investissement, un total de 990 178,02 €, avec notamment un travail sur le poste de refoulement à hauteur de 150 000 €. Le budget communal. Maintenant, vous connaissez tous par cœur la manière dont ce budget communal se présente. Dans un premier temps, les dépenses de fonctionnement. 3 chapitres majeurs pour les dépenses de fonctionnement, 011, 012, 65. Ça, vous connaissez par cœur. Alors, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, juste pour montrer à quel point nous sommes rigoureux quant au fonctionnement. Le budget primitif 2016 s'élevait à 22,6 millions. Budget primitif 2017, 20,8 millions. Budget primitif 2018, 19,9 millions. Donc, nous diminuons les budgets tranquillement. Donc, je reviens sur le chapitre 011. 2 282 000 € de budgété. Le 012, donc, c'est-à-dire les charges de personnel, 3 575 812 €, variation de 1,3%, ce qui est extrêmement faible. Et le chapitre 65, 845 582 €. Voilà pour l'essentiel des dépenses de fonctionnement. Si jamais la question arrivait à vos lèvres de savoir la raison pour laquelle il y avait 500 000 € en dépenses imprévues, alors que l'année dernière, les dépenses imprévues étaient de 154 500 €, c'est très simplement un jeu d'écriture. J'insiste sur les principales évolutions des dépenses de fonctionnement, notamment vis-à-vis des bâtiments communaux, plus 61 000 €. Il y aura des travaux en régie d'accessibilité, mise aux normes, entretien. Pour les espaces publics, plus 90 000 €. Nous poursuivons l'externalisation de l'entretien au niveau des espaces verts, avec la 3e tranche de la Bretonnière et la Souadière. Nous avons une volonté de monter en puissance par rapport au fleurissement de la commune, et enfin un objectif zéro phyto. Au niveau du développement local, plus 62 000 € avec la réintégration du développement local au sein du budget principal. Développement local, c'est l'ex-budget développement économique, puisque on ne peut plus forcément avoir de budget annexe sur cette partie développement économique. Donc on réintègre les dépenses, mais aussi les recettes. Donc il y a 60 000 €, vous venez de voir, de dépenses, et il y aura de l'autre côté 120 000 € de recettes, si je ne me trompe pas. Alors, pour ce qui concerne maintenant les recettes de fonctionnement, alors même chose, 3 chapitres importants. Le 013 qui regroupe les remboursements d'arrêt maladie, 40 000 €. Le chapitre 70, 622 670 €, là pour le coup, ça concerne, donc c'est marqué produits et services du domaine et ventes diverses. Donc là, c'est vraiment la garderie et les services périscolaires principalement, à hauteur de 317 000 €. Et enfin, le chapitre 73, donc là, ce sont nos 3 taxes majeures, taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, 2,6 millions. Et puis, bien sûr, tout ce qui est AC, DSC, etc. Et donc, pour 2018, comme vous le voyez, 5,8 millions à peu près de recettes. Est-ce que, monsieur le maire, vous voulez commenter la slide suivante, puisqu'il y a un rappel entre le budget primitif et la prospective? Oui, la corrélation. Alors c'est vrai qu'entre le budget, faut bien vous rappeler, puisque on vote un budget, mais c'est pas forcément la réalisation. Donc on est autour de 90% de réalisation. Donc globalement, si on applique les 90% de réalisation, on tombe sur ce qu'on a mis dans la prospective, puisque
90% de ce que vous allez voter au BP 2018, ça nous donne des dépenses réelles de fonctionnement à 6 millions 18 et on avait mis dans la prospective 5 994 000 euros. Donc si nous faisons 90% de réalisation, ce qui est bien puisque c'est assez récent ce taux de réalisation, nous serons globalement au même niveau de dépenses réelles de fonctionnement que ce qui vous a été présenté au DOB. Et pour les recettes de fonctionnement, on est un petit peu en dessous, mais là, bon voilà. Ça peut aussi bouger, tout ça, ce n'est qu'un budget. Donc les choses peuvent beaucoup bouger sur une année. Merci. Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, alors, le total budgété est de 3,5 millions à peu près, qui se répartissent pour ce qui concerne l'urbanisme et les travaux à hauteur de 56% du budget total. Donc c'est vraiment les principales dépenses sont bien évidemment en urbanisme et en travaux, mais aussi 7% pour l'action sociale, 4% pour l'enfance et la jeunesse, 2% pour les ressources, 4% pour la vie des écoles, 7% pour la bibliothèque, 1% pour la culture, la communication et le numérique, 3% pour la vie associative et 16% pour le développement local. Alors dans bibliothèque, il y a les frais d'études de la médiathèque, qui sont, c'est pas les dépenses d'équipement sur la bibliothèque actuelle. Il y a vraiment la partie études de la médiathèque qui est sur ce poste-là. Dans développement local, il y a aussi la création des cellules commerciales au niveau de Bel Air. Donc comme je l'avais déjà dit au moment du DOB, nous n'avons inscrit que les dépenses et peut-être qu'on vendra une ou deux cellules, nous verrons, mais nous n'avons pas inscrit les recettes dans le budget 2018 puisqu'on n'est pas sûr de les vendre, donc nous n'avons pas mis les recettes. Et dans Action sociale, les 225 000 euros, il y a également les deux cellules, alors je ne sais pas si on appelle ça cellules, bureaux, de la maison de santé. Donc là c'est pareil, on a inscrit les dépenses, mais nous n'avons pas considéré que nous allions en revendre une ou deux. Donc nous n'avons pas inscrit les recettes, puisque voilà, nous n'avons pas encore pris de décision sur l'avenir de ces cellules de la maison de santé. Voilà, cette slide pour illustrer ce que M. le maire vient de dire, à savoir l'aménagement de la place au niveau du centre commercial Bel Air, 712 000 euros. Donc, M. le maire, vous parlez de la maison de santé, 225 000 euros en effet. Par ailleurs, eh bien, un deuxième versement auprès de l'EPF, non plus R, mais Bretagne, 125 000 euros. Le chauffage. Voilà. Oui, et alors juste l'EPF, parce que c'est vrai que pour que tout le monde comprenne bien, c'est le site Thales. C'est le remboursement de la restructuration du site Thales. Donc il y a un déficit de 500 000 euros sur l'ensemble de l'opération. Donc on rembourse un peu tous les ans ce déficit de 500 000 euros. Par ailleurs, l'embellissement de la ville, c'est 100 000 euros. 2 préaux à l'école du Plessis, 60 000 euros. La deuxième phase d'effacement du réseau du boulevard de la Liberté, 145 000 euros. La création d'un abri pour vélos sur le parking de la gare au nord, cette fois-ci, 40 000 euros. Les frais d'études pour la médiathèque de 120 000 euros, le maire vient d'en parler. Et puis la maison de l'enfance, 150 000 euros. Voilà pour ce qui concerne les dépenses d'investissement. Alors bien évidemment, nous allons collecter, nous l'espérons, beaucoup de recettes d'investissement à hauteur de ce que nous avons bien évidemment projeté de dépenser. Voilà. Pour ce qui concerne l'extinction de la dette, eh bien, comme le dit... Il y a quand même juste, je reviens, sur les cessions de produits d'immobilisation, puisque vous voyez que nous passons de 325 000 à 846. Sont inscrits dans ces 846 000 euros les 2 terrains dont nous avons pris les délibérations très récemment, donc les 2 terrains qui entourent le bâtiment STG ex-Michelin pour un montant de 600 000 euros. Et nous avons mis aussi 80 000 euros d'une cession d'un bâtiment. Donc ce sera peut-être le hangar SNCF, ce sera peut-être la maison Pasteur aussi. Enfin voilà, on a des réflexions. Donc nous avons mis à hauteur de 80 000 euros pour nous forcer un petit peu à le vendre, un montant dans les produits de cession d'immobilisation. Et c'est ça qui correspond aux 846 000 euros. Alors, l'endettement de la collectivité baisse
La dette par habitant atteignait pour le CA 2017 815 €, qui est nettement inférieure à la moyenne régionale, qui est à 856 € par habitant. Voilà, j'en ai fini de la présentation du budget. Je propose de laisser la place aux questions s'il y en a, pour ensuite passer au vote. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations? Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. Merci, monsieur le maire, de me laisser la parole. Alors, concernant le budget 2017, exercice 2017, les comptes faisant l'objet d'une stricte concordance entre ceux établis par la collectivité et ceux établis par le comptable des finances publiques, évidemment, nous sommes tout à fait en phase et nous l'avons voté à l'unanimité. Je ne ferai que 2 commentaires. Le premier, c'est à propos de la consommation des dépenses d'équipement, qui se situe à peu près à 80% de ce qui était budgété, et dont 43% de ces 80% seront des restes à réaliser. Donc je pense qu'avec l'expérience qui est la vôtre aujourd'hui, vous voyez qu'il n'est pas si facile de tout réaliser sur une année civile, c'est clair, et que donc la moitié des 80% se fera sur l'année 2018. Dont la gendarmerie, Oui. essentiellement. Essentiellement. Voilà. C'est les dépenses de la gendarmerie qui, en effet, Oui. ont été décalées de 6 mois. Donc moi j'ai un calcul un peu différent tout à l'heure pour le budget, j'en parlerai, également pour la partie marge de sécurité, puisque je reprends moi le résultat réel, j'enlève les amortissements et les frais financiers, et donc je rajoute les frais financiers et les amortissements pour arriver à ce qu'on appelle un excédent brut d'exploitation, et de là j'enlève les charges de prêt, et on arrive à peu près au même résultat que vous, à peu près 960 000, ce qui constitue une marge de sécurité qui nous semble aujourd'hui correcte. Donc le calcul n'est pas le même, mais on arrive au même chiffre. Donc c'est entre ce qu'on appelle le BE et la CAF, c'est la même chose. Alors, concernant le budget 2018, donc là, pareil, j'ai fait un calcul différent. Je suis parti, moi, des charges réelles de l'année 2017. Pardon. Et donc, on ne parle pas de budget à budget, mais je compare les charges réelles, effectives, qui ont fait l'objet de dépenses, et de dépenses mandatées, et du BP 2018. Donc je vois par exemple que les charges à caractère général passent de 1 852 000 à 2 282 000. Donc soit une augmentation de 432 000 euros. Alors, je suis désolé, hein, je vais dire quelques chiffres quand même ce soir, mais ça va être très léger quand même. Et donc j'avais remarqué effectivement que les 2 tiers concernaient les services extérieurs, dont 170 000 notamment pour les entretiens et réparations de biens immobiliers. Et je crois que vous avez parlé tout à l'heure d'accessibilité, mais peut-être que vous aurez d'autres chiffres à nous donner ou d'autres détails à nous donner tout de suite, tout à l'heure. Alors, si on rajoute le coût supplémentaire des charges de personnel, qui, lui, en 2018, est normal, hein, vous l'avez expliqué en commission, là-dessus, c'est incompressible. Donc, le total des dépenses des gestions de services est de 6,7 millions, 6 706 000 précisément, comparé aux 5 908 000 de dépenses réelles de 2017. Donc, soit une différence d'à peu près 800 000 euros. Donc, pourquoi une telle différence sur le budget 2018 ? Alors, si je comprends bien, sur les charges 0,11, vous comparez les 2 282 000 euros du budget aux 1,8 million réalisés. Oui, c'est ça. Donc, on compare un budget à une réalisation. Ce qui est, voilà, comme je vous disais, on ne fera pas 100% du budget. Non, je sais bien, mais vous avez dit tout à l'heure que vous aviez réalisé 90% du budget 2017. Donc, on fera vraisemblablement autour de 90%. Je ne vois pas pourquoi ça changerait beaucoup. Donc 90% de 2 282 000 euros, on tombe à 2 millions d'euros. Donc il y a bien une augmentation, en effet, sur les charges à caractère général de 200 000 euros. Voilà, de budget à budget. Et non pas de 400 000 euros, puisque là, on ne compare pas forcément bien sûr. Les mêmes choses. Donc on est sur 200 000 euros. Les 200 000 euros, ils s'expliquent par la réintégration du budget développement économique. J'en ai parlé, à hauteur de 60 000 euros. Oui, forcément. Il y a au niveau des espaces verts, en effet, on a mis un peu plus. Alors c'est vrai que là, les marchés ont été passés
Donc on a mis 200, je sais plus, 200 et quelques mille euros sur l'externalisation. Ce sera sans doute pas ça non plus. Donc voilà. Mais il y aura en effet un peu plus de dépenses de fonctionnement qui seront mis sur l'externalisation des espaces verts, puisque nous récupérons la 3e tranche de la Bretonnière. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de liaisons douces dans cette 3e tranche de la Bretonnière. Et nous externalisons aussi le quartier Sud-Gare, la Séoudière, avec aussi là des espaces verts. On veut aller vers du zéro phyto, notamment dans le cimetière. Et pour avoir un cimetière bien entretenu, sans produits phyto, ça prend un peu de temps aussi. Voilà, donc, et sur les terrains de foot, on verra, mais aussi, si on souhaite y aller, il y a des coûts supplémentaires, très clairement. Donc dans les espaces verts, il y a vraisemblablement, on a mis 90 000 euros en plus. Est-ce que ce sera 90 000 euros? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est ce qui est dans le budget. Et au niveau des bâtiments, en effet, il y a 60 et quelques mille euros supplémentaires qui sont liés à de l'accessibilité. On a mis pas mal sur de l'accessibilité, sur de la mise aux normes. Hein. Il y a, je pense au chauffage de l'école du Plessis, je pense il y a un certain nombre de choses. Il y a des mises aux normes qui sont à faire. Donc on va essayer d'en faire pas mal l'année prochaine pour évacuer tout ça. Ce n'est pas forcément des charges qui seront récurrentes tous les ans, mais il y a en charge de fonctionnement là un certain nombre de charges sur des bâtiments que nous devons faire et que nous allons faire. Donc voilà, ça explique les 200 000 euros globalement de différence, d'augmentation sur le 0,11 que nous estimons. Merci. Donc si je vais un peu plus plus loin dans le détail au niveau du compte de fonctionnement, une fois qu'on a appliqué, alors ce sont des provisions, bien sûr, les provisions les charges et dépenses imprévues, on arrive. Alors moi j'ai une culture de privé, donc je compare toujours du réel par rapport aux prévisions. Si on fait des prévisions, c'est par rapport aux chiffres réels, c'est pas par rapport aux prévisions de l'année précédente. Alors là-dessus, effectivement, on a une approche différente. Alors, si on arrive donc à une différence entre les charges réelles de fonctionnement sur la totalité des dépenses de services, à une différence d'1 million d'euros. Donc voilà. Mais c'est la conséquence des premières charges et des premiers postes du haut de tout ce qui est dépenses de gestion courante, dépenses de personnel et autres dépenses. Oui, il y a pour nous sur les dépenses de gestion courante, vous l'avez dans le budget, de budget à budget, il y a une hausse on passe de 6 466 000 à 6 706 000. Donc voilà, si on fait 90% de 6 millions, oui. On peut pas comparer. Vous savez très bien comment ça se passe. Un budget, forcément, on prend toujours un petit peu plus, un peu partout, de l'ordre de 10%, parce qu'on est incapable de dire au jour d'aujourd'hui quelles vont être les dépenses exactes. Il y en aura où on sera juste au budget, d'autres où on sera vraiment en dessous. Là, on a passé les marchés d'externalisation d'espaces verts, ils sont plutôt inférieurs à ce qu'on attendait. Bon, voilà, on ne dépensera pas les 220 000 euros qui ont été mis sur la ligne externalisation. Donc voilà, on ne peut pas comparer budget et CA. C'est pas... il y a des marges de manœuvre. Et vous savez aussi qu'on doit équilibrer un budget. Et donc que pour équilibrer un budget, par exemple, les dépenses imprévues, on les a mis à 500 000 euros parce que voilà, il y a des jeux d'écriture qui sont là aussi pour faire un équilibre de budget et qui sont finalement que des jeux d'écriture. Voilà, des charges exceptionnelles, c'est la même chose. Donc je dirais que ce qu'il faut vraiment regarder, c'est globalement si on fait 90% du budget, là on peut comparer ça au CA de 2017. Voilà comment on monte le budget, tout simplement. Et c'est ce qu'on a fait depuis 4 ans et c'est ce qui vous a été présenté. Et chaque année, vous posez la même question, mais chaque année, bien sûr. On est dans la même logique. Voilà, on construit notre budget sur cette logique-là. Le raisonnement est toujours le même, d'un côté comme de l'autre, c'est clair. Donc c'est vrai que si je me réfère aux charges, les charges qui sont budgétées en 2018 et aux recettes, il n'y a plus de marge de sécurité. Si vous voulez. Voilà. Vous savez aussi que les recettes, on évite de les gonfler. Donc on est plutôt à minimiser les recettes. C'est tout le paradoxe de la gestion, je dirais, communale, c'est qu'on part sur des chiffres qui ne seront pas ceux annoncés à l'arrivée. Ce qui fait que là, par exemple, si on parle de marge de sécurité, elle existe que par le report des excédents des années précédentes. Oui, si on lit noir sur blanc un budget, en effet, si on compare un budget à un CA,
En effet, mais il n'y aura pas, vous le savez très bien, Je le sais bien. chaque année, les recettes sont minimisées, les dépenses sont plutôt surévaluées, parce que aussi on est dans une rigidité administrative qui fait qu'on doit inscrire des dépenses sur des lignes et qu'on ne peut pas non plus, ce qu'on a mis en espace vert, je ne peux pas le récupérer forcément pour le mettre sur une autre ligne. Donc à un moment donné, on est obligé de sécuriser un peu toutes les lignes pour être sûr de ne pas se retrouver au dépourvu et d'être obligé de faire des DM à chaque conseil municipal parce qu'on se dit on n'a pas mis 1000 euros, il nous manque 1000 euros sur telle ligne, est-ce qu'on repasse une DM? Donc voilà, c'est la gestion qui a été faite au précédent mandat, c'est la gestion que nous continuons puisqu'elle nous semble en effet plutôt intelligente. Très bien. Ça ne veut pas dire que la gestion du privé n'est pas intelligente. Hein. Non, mais elle répond à d'autres normes administratives, voilà, enfin d'autres normes. Dans le privé, on peut basculer de l'argent beaucoup plus facilement. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé de passer devant un conseil municipal et avec une décision modificative. Tout à fait. Donc voilà pour les charges de fonctionnement. Concernant les projets d'investissement, j'avais relevé quelques chiffres, mais vous y avez répondu déjà pour partie. Il y avait une somme sur le giratoire Plessis-Beucher, 241 000, pardon. Est-ce que c'est la somme qui reste à payer au département sur le giratoire Oui. Voilà, ça n'avait pas été payé. Non, ça n'a pas été payé en 2017. En 2018, d'accord. Donc le développement local, 410 000, vous y avez répondu. Il y a 345 000 qui sont réservés donc, pour les Bel Air. Est-ce que c'est pas une somme très importante, mais quels seraient les autres projets qui complètent ces 400 000? Parce qu'il y a les cellules commerciales, il y a la rénovation de la façade, et puis je ne sais plus ce qu'on a mis. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Donc, il y aurait la viabilisation de 2 terrains qui ont été mis. Alors ça, voilà, c'est des réserves aussi. On a mis viabilisation de terrain, mais c'est pas fléché forcément. Là, je parlais des recettes. Hein. Mais non, pardon des dépenses. Là, je parle des dépenses. Oui. Dépenses, donc il y a 310 000 euros dans le centre commercial. D'accord. Il y a de la signalétique. On a mis 5 000 euros pour de la signalétique. Et on a mis 20 000 euros s'il y avait des travaux à faire dans une des cellules, puisqu'on est aussi propriétaire d'un certain nombre de cellules commerciales. Donc voilà, là, c'est pareil, voilà, on met des chiffres. Je mets 20 000 euros de travaux dans une cellule commerciale. Je ne sais pas si je vais les faire. Non, c'était pour avoir une explication un peu des chiffres. Voilà. Simplement. Donc sur la médiathèque, donc 220 000 sont inscrits en 2018. Ça s'ajoute aux 132 000 euros de 2017, donc restés réalisés inclus. Ce qui nous fait arriver à 350 000 à peu près. Donc c'est une somme très importante déjà, ne serait-ce que pour des études. Il doit y avoir la démolition aussi qui est dedans, je crois. Je ne suis pas sûr. Dans les slides que nous avez proposés, les 220 000 ne correspondaient qu'aux études. La démolition est dedans. Pour combien? 50 000 euros, 40 000, 50 000 euros de démolition de la maison du Quai. Donc, vous dites combien? 40 40. D'accord. Ok. Donc, merci pour la précision. Il reste quand même que vous aurez certainement d'autres frais avec le nouveau classement de l'Église à venir. Ou pas. Ou pas. Dans les études, je ne suis pas... Enfin, on verra. On verra. Exactement. Voilà, donc nous relevons d'autre part, donc aucun budget n'est dédié à l'accessibilité, à la ligne accessibilité, mais je suppose que ces frais sont mis ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites en régie, puisqu'on a aussi quelqu'un, il y a un agent dédié. Donc ça c'est. Non, il y a l'accessibilité de l'église, par exemple, qu'on a mis. Oui. Maintenant, le classement, enfin l'inscription va peut-être faire qu'on va reporter parce qu'il va falloir l'avis de l'ABF et qu'on fera plus n'importe quoi. Dans l'église, même si on n'avait pas l'intention de faire n'importe quoi. Il y a la Alpha-Yel, il y a je ne sais plus quoi. Enfin, il y a un certain nombre, on a un certain nombre de bâtiments. On continue le programme d'accessibilité. D'accord, donc c'est plus compris dans... Oui, c'est réparti dans les bâtiments. En fait, dans les bâtiments. Différents bâtiments. Ce qui explique effectivement, ce qui peut expliquer la somme plus importante. C'est ça, en partie. Ça, et puis un certain nombre de mises aux normes. Voilà, je pense au chauffage, parce que c'est toujours quelque chose qui me fait bondir, puisqu'on avait changé des chauffages récemment, il n'y a pas très longtemps, à l'école du Plessis, puis une nouvelle norme tombe, et puis il faut les rechanger. Voilà. Donc c'est des frais... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Il y a des choses comme ça qui tombent et qui sont à faire. Alors,
Pendant le débat d'orientation budgétaire, nous avions évoqué les travaux à venir ou les études concernant les écoles. Il n'y a pas énormément de choses qui avaient été précisées. Je n'ai pas retrouvé, moi, des frais d'études liés à ces futurs travaux d'agrandissement ou pas, j'en sais rien. Je ne sais plus ce qu'on a mis. L'idée, là, c'est vraiment de commencer... Enfin, là, c'est tout le travail de concertation qui va avoir lieu là, entre maintenant et la fin d'année. Nos réflexions nous ont déjà commencé. Donc, c'est vrai que les vrais frais d'études commenceront début 2019. Voilà. Si la prise d'une AMO, vraisemblablement, sera en 2019. Si jamais on est prêt avant sur la concertation, parce qu'on pense que là, il faut vraiment de la concertation sur ce sujet, on voit que c'est sensible, le sujet de déplacement, agrandissement, reconstruction d'une école. Si jamais ça allait plus vite, il n'est pas exclu qu'il y ait une DM en septembre pour avancer des frais d'études. Voilà. Mais je pense qu'on va être une phase, ça va aller vite maintenant, la fin d'année scolaire. Donc après, il y a la rentrée. Voilà, donc on a bien 4 mois de concertation avec les parents d'élèves, avec les élus, avec les directeurs d'école, avec les enseignants. Donc voilà, je pense que le gros des frais d'études démarrera en 2019. Et après, il y a les marchés à lancer, etc. pour choisir sûr. Un cabinet. Non, mais comme ça le délai de consultation. Donc voilà, mais pour nous, le sujet démarre. Ça avait été évoqué au DOB, donc tout à fait. Étant donné que ça avait été évoqué, j'avais recherché si une ligne existait au BP. Mais je pense qu'on aurait pu mettre une ligne, donc c'est pas exclu qu'il y ait une DM. Ah oui, on a une provision pour des études. On a 279 000 € en effet de provisionner pour études diverses, dépenses imprévues et études diverses. Donc on pourra ponctionner en effet là-dessus. Mais on aurait pu baisser un peu les dépenses imprévues et mettre une ligne études, c'est vrai. Bien évidemment, on prend acte, bien sûr. Voilà, moi c'est à peu près les autres postes d'investissement, on n'appelle pas de commentaires particuliers. Et donc, dans la mesure où, en 2017, on a évoqué plusieurs fois notre opposition au projet de la médiathèque, là, nous n'allons pas voter le budget, mais nous ne voterons pas contre non plus, nous allons nous abstenir. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Merci. J'avais juste un point une incertitude. Le budget... Les comptes financiers se votent uniquement les présents et le quorum c'est combien? Ce que j'avais un doute sur le nombre de présents qui ont voté parce que vous étiez absent de la salle. C'est la majorité, c'est 15. C'est un doute, c'est des présents sans la représentation, les procurations. C'est que les présents. Non, ce qui compte c'est le nombre d'élus présents et représentés. Je crois que c'est que présent, mais je vais vérifier, mais on est suffisamment, je crois, on est 16. Mais oui, il faut, c'est pour ça que je voulais à minima, il faut la moitié plus 1. Enfin, ou la moitié, quoi. Non, ok. Donc c'est juste parce que j'avais un doute si c'était représenté ou pas, mais je crois que ça, c'est désormais que les présents et pas les représentés. C'est pour ça. Donc, juste parce que s'il manquait qu'un élu, ça ne serait pas passé, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Tout à fait. Voilà. J'avais quelques questions, donc je rejoins quelques remarques de Christian faites un instant. J'avais une remarque sur la croissance en fait des dépenses de personnel de 1,6% pour le 2018 et ce qui est écrit dans le document. Pardon. Une erreur dans la note, c'est 1,31%. 1,31%. D'accord, pardon. Et je me demandais par rapport à un peu l'historique récent sur la différence entre 2016-2017 les comptes administratifs, on est en moyenne à 4% d'augmentation de dépenses de personnel. Comment ça se fait qu'on puisse baisser en dessous de 2% alors qu'on a une tendance qui ne peut qu'augmenter? Alors, il n'y a pas de révision du point d'indice de prévu par rapport à l'année dernière, où on en avait on avait une partie. On a eu aussi une petite réorganisation au niveau du service PATU, par exemple, qui nous a permis globalement de dégager un peu de marge de manœuvre. On a aussi quelques départs en retraite qui sont remplacés aussi par des salaires parfois un peu forcément des jeunes carrières, donc des débuts de carrière. Donc voilà, tout ça a été fait
au plus juste. On va essayer d'optimiser les dépenses sur les rythmes scolaires aussi. Donc voilà, il y a des choses qui vont être mises en place pour essayer de limiter au maximum cette évolution. Parce que j'arrive pas à trouver la tendance, c'est pour ça que je vous posais la question. J'avais une autre question, mais qui est liée un petit peu à la remarque de Christian tout à l'heure. Je me permets juste de prendre, vous savez, le ratio numéro 8 en première page du document, en fait, qui nous fait, c'est quasiment un ratio de rigidité. C'est pour ça que je posais la question à M. Crage tout à l'heure, pour savoir si c'était la même chose. Et donc, c'est un ratio qui nous donne en fait les dépenses réelles de fonctionnement, plus le remboursement de la dette en capital sur les recettes réelles de fonctionnement. Et en fait, je regardais juste les comptes financiers précédents et donc ce que vous prévoyez pour 2018. Et on passe en fait d'un taux en fait, de rigidité de 68% en 2016 à 85% en 2017 à 110% en 2018. Donc, est-ce que ça signifie en fait qu'on n'a plus de CAF finalement, étant donné qu'on a... C'est juste la progression que j'essaye de comprendre. C'est parce qu'en fait, on tient compte bien évidemment de toutes les lignes. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le montant des dépenses imprévues, qui vient grossir considérablement les choses, alors que fort est à parier qu'on ne profitera pas de ces 500 000 euros de dépenses imprévues. Voilà. C'est ça qui fausse en fait le ratio dont vous parlez, le taux de rigidité. Théoriquement, ce taux de rigidité ne devrait pas évoluer. Théoriquement. Parce que là, il augmente voilà, 68-85, donc on devrait rester à peu près à 85 si on enlève cette somme-là. C'est à peu près où on devrait... Je ne me suis pas prêté à ce calcul, mais théoriquement, ça ne devrait pas évoluer. D'accord. En enlevant les 500 000 euros de dépenses imprévues, mais théoriquement, il ne devrait pas y avoir d'évolution sensible. D'accord. Parce que voilà, ce qu'on voit la progression, c'est vrai qu'on arrive à 110%, ça signifie qu'il n'y a plus de CAF possible. Donc, ok. Donc on verra au compte administratif 2018 si ça a augmenté réellement. Tout à fait. Okay. J'avais une autre petite question sur l'investissement cette fois-ci. Dans les budgets annexes en fait gendarmerie, donc vous évoquez la possibilité de récupérer en fait le capital de la commune de la SPL, donc à peu près à 160 000 euros à peu près. Ça signifie que d'ici la fin 2018, il est prévu que la SPL soit dissoute. Oui, voilà. Donc dès c'est prévu possible. avant dès que possible. Ouais. D'accord. Et ensuite, j'avais quelques questions sur les investissements. Je voyais que vous avez parlé des études générales. Je voyais que l'année dernière, on a dépensé à peu près 150 000 euros d'études générales, la ligne, dans le compte administratif, et là, on passe à 33 000 en prévisionnel 2018, donc c'est une chute très importante. Voilà, je voulais comprendre comment se fait-il qu'on a... Je crois qu'il y a le PLU dans les études générales. De l'année dernière? Non, mais là, on paye beaucoup. Le gros du PLU va être fait... Ah oui, l'année dernière, on avait fait 150. Ça. Et est-ce qu'on a tout dépensé? Et il restait à réaliser, on arrive à 33 000 aujourd'hui avec le reste à réaliser. Donc on a une baisse de quasiment 120 000 euros d'études générales. Voilà, c'est juste comprendre si... Ouais, il y a eu tout. Maison de l'enfance, médiathèque, il y a eu pas mal d'études faites, des AMO là, qui ont été payées, donc qui ne seront pas cette année. Ou qui sont restés à réaliser. Là, j'ai pas tout le détail. Alors ça, c'est le CA, opération 230, études générales. Il y avait... Donc on a dépensé, on a émis 50... Oui, alors il y avait 185 000 euros de BP, alors ça a peut-être bougé. Et on a réalisé 150 000 à peu près, c'est ça? On a réalisé, on a annulé 100 000 euros de crédit. On a réalisé 85 000. 85 000. Voilà. Donc, et là, il y a au 30, budget 33. 33. Ouais, donc voilà, on passe de 85 000 à 33 000. Voilà. D'accord, c'est juste. Et j'avais une question également sur les investissements qui sont prévus sur à la fois sur le presbytère, sur l'église, et également sur la rénovation du centre Bel Air. Donc vous budgétez un certain montant. Et je posais la question sur l'impact en fait ABF sur ces projets-là, s'il n'était pas plutôt judicieux de prévoir une somme plus importante, si ça allait être impacté ou pas à la hausse. Mais c'est vraiment une question. Alors le problème, c'est que les maquettes budgétaires étaient très avancées avant l'inscription, et aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, je ne sais pas dire quel va être l'impact. L'ABF, ça ne veut pas forcément dire si dès le départ le projet architectural retenu et les matériaux retenus vont à l'ABF, il n'y a pas de raison qui donne
voilà, qui fasse augmenter le montant final. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, voilà, on sait pas dire. Si on avait prévu quelque chose de bas de gamme en termes de matériaux, en effet, il faudrait sans doute réévaluer. Un exemple, si on avait mis des fenêtres voilà, premier prix ou je sais trop quoi, bah oui, sans doute que l'ABF nous retoquerait. C'est pas ce qui est prévu dans le projet, donc voilà, il y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Et puis d'ailleurs, les coûts de construction. Alors sur la médiathèque, ce ne sera pas sur le budget ici, puisque la construction démarrera début 2019, donc ce sera impacté plutôt sur les coûts de construction, s'il devait y avoir, hein, je répète bien si. Et sur le centre commercial Bel Air. Bon, on fait pas non plus, on change pas radicalement le centre commercial, donc on est plutôt sur de l'amélioration, notamment sur la signalétique et autres. Donc je pense que l'ABF ne gonflera pas forcément excessivement les coûts à ce niveau-là. On a déjà mis des matériaux, notamment sur la place, des matériaux de qualité, donc je pense qu'ils vont correspondre aux attentes de l'ABF, en tout cas on l'espère. Et puis sinon on fera une DM. Et on prendra sur les dépenses imprévues d'investissement pour réévaluer ce coût si jamais il y avait un impact. Ok. Donc voilà, donc je partageais un peu les remarques de Christian là-dessus. J'avais ces remarques-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, des questions ? Eh bien, très bien. Donc je vous propose de passer au vote des budgets. Alors, donc budget. Délibération numéro 72. Ça, c'est fait. Approbation des comptes administratifs. On n'est pas très bon cette année dans l'ordre des délibérations. Hein. C'est pour que tout le monde suive, en fait. Pourquoi vous ne voulez pas faire 61 ? Non, d'accord, très bien. Donc, délibération 73. J'y vais, j'enchaîne. Hein. Allez, suite au débat d'orientation budgétaire du 7 février 2018, il convient d'adopter le budget primitif du budget de l'assainissement. Donc, il est proposé un budget primitif d'un montant global de 1 968 445 000,21 € réparti de la manière suivante. Je ne vous détaille pas la répartition. Vous l'avez sous les yeux. Voilà, il est donc proposé au conseil municipal de voter le budget primitif 2018 de l'assainissement rattaché au budget principal tel que présenté ci-dessus. Alors, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, le budget assainissement est adopté à l'unanimité. Les budgets annexes, donc l'exercice 2017 étant achevé, il convient d'approuver. Ah non, ça c'est fait, le 74. Donc, je passe à la 75. Suite au débat d'orientation budgétaire du 7 février 2018, il convient d'adopter les budgets primitifs des budgets annexes, dont les montants pour 2018 sont les suivants. Donc, vous avez le tableau, je ne vais pas tout lire. Aude les a détaillés dans la présentation. Le total général des budgets annexes, 29 911 198,43 €. Donc, il est proposé au conseil municipal de voter les budgets primitifs 2018 des budgets annexes rattachés au budget principal tel que présenté ci-dessus. Donc, qui s'abstient ? Donc, 2 abstentions, 3 avec Xavier Demey. Qui vote contre ? Et donc, les autres élus votent pour. Et donc, c'est adopté. Ensuite, nous arrivons sur le budget principal de la commune. Donc, la délibération 76, c'était le compte administratif. Donc, je passe. Le vote des taux, il est fait. Donc, nous sommes à la délibération 78 avec l'affectation des résultats du budget primitif. Donc, vu... J'y vais, je continue ou tu veux le faire ? Non, mais c'est égal. Hein. C'est égal. Alors, comme présenté tout à l'heure, donc c'est la délibération 78, page 13. Affectation des résultats 2017 au BP 2018. Tout à l'heure, il vous a été présenté donc un résultat de section de fonctionnement de l'exercice 2017 à hauteur de 4 181 007,61 € qu'il vous est proposé de répartir de la manière suivante. 2 068 205,01 € en résultat de fonctionnement reporté et 2 112 802,60 € en excédent de fonctionnement capitalisé. Y a-t-il des questions ? Je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Et donc nous passons au vote du budget principal, budget primitif 2018. Il est donc proposé
un budget primitif d'un montant global de 19 956 564,11 €. Je répète, 19 956 564,11 €, avec une section de fonctionnement à hauteur de 9 895 560,48 € et une section d'investissement de 10 061 003,63 €. Êtes-vous d'accord pour voter ce budget? Alors, qui s'abstient? Donc, l'ensemble des élus de l'opposition, de la minorité s'abstiennent. Qui vote contre? Et donc, j'en déduis que l'ensemble des élus de la majorité votent pour. Merci beaucoup. Donc, le budget est adopté. Et nous allons continuer, donc revenir à l'ordre du jour. Et 71, qu'est-ce qu'elle nous fait, Daniel? Non, on va revenir après. On n'a pas fini le conseil municipal, hein. On vient juste de voter le budget. Et donc nous attaquons avec la délibération 64. Daniel, justement, c'est à toi. Et ben voilà. Alors, les subventions des associations amicales et diverses. La commission vie associative a étudié les différentes demandes de subventions, fonctionnement et exceptionnelles déposées en mairie par les associations concernées et propose les subventions suivantes. Club de l'âge d'or, 300 €. Fonctionnement là. Club de l'âge d'or, fonctionnement 300 €. Bon accueil, 250 €. UNC Bron, 100 €. UNC Châteaubourg, 700 €. UNC Saint-Melaine, 150. Amicale des pompiers, 700. Amicale des pompiers retraités, 150. SPA, 800. Le potager des Trois Pèlerins, 150. Le comité de jumelage, 400, plus 7600, parce que cette année, ils reçoivent les Allemands. Il est proposé au conseil municipal, après l'avis favorable de la commission vie associative et citoyenneté, du 16 au 30 janvier 2018, de voter nominativement les subventions attribuées à l'attention des associations amicales et diverses. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant. Là, j'en ai une autre. Merci Daniel. Donc, tout le monde... Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Je suis shooté. C'est enregistré. On excusera Daniel qui sort d'une opération, hein, et qui est avec nous quand même ce soir. Pas de questions, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 65. Les associations sportives. La commission vie associative a étudié les différentes demandes de subventions, fonctionnement et exceptionnelles déposées en mairie par les associations concernées et propose les subventions suivantes. AS du collège Pomme, 1600. AS du collège Saint-Joseph, 1550. Badminton, 900 €. Basketball, 2400. Canoë-kayak, 440. CFC, 685. CSMFA Football Club, 4860. Escalade, 700. Handball, 2600. Hockey Club, 250. Judo Club plus Yoga, 3300. Pétanque, 750. Rugby, 700. Tennis Club, 3300. Tennis de table, 530. Tir à l'arc, 750. Viet Vo Dao, 540. Volleyball, 500. UAC, 3200. Château Rando, 260. Amicale des Palais, 160. Cyclo-Club, 200. Équicastel Rando, 50. Jeux de boules, 100 €. Total, 30 325 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc application des critères et des règles qui avaient été voilà, oui. vues en commission. Donc je vous propose, toujours le 16 janvier et 30 janvier. Je vous propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 66. Voilà.
Vote de subvention des associations culturelles. Alors, comme les autres, c'est passé en vie associative et est étudié selon les différentes demandes. Alors, en subvention, association Délire du Scrabble, 100 €. Castel Loisirs et Sport, 300. D'ici d'ailleurs, 300. Castel Mélodie, 380. La ludothèque, 2500 € de fonctionnement, plus 13 500 de subvention exceptionnelle, qui est plutôt pour les salaires. La Nousille, 560. Grimda, 380. Arc-en-ciel, 1100 €. Sagazig, 830. Sarabande, 100. Un total de 6 550 € en fonctionnement et de 13 500 en subvention exceptionnelle. Il est proposé donc au Conseil municipal, après avis favorable de la commission du 16 et 30 janvier, de voter nominativement les subventions attribuées à l'intention des associations culturelles. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Et juste, je rappelle, parce que c'est important, que donc les subventions sont débattues en commission, que ce n'est pas le maire qui attribue les subventions à un tel ou un tel. D'ailleurs, je ne participe pas à aucune commission de subvention, donc il n'est pas forcément la peine d'essayer d'influencer le maire, que je ne me mêle pas des subventions, et je laisse la commission débattre et proposer, et que une subvention n'est pas un acquis, et que si l'association n'a pas forcément besoin de subvention parce qu'elle a un niveau de trésorerie suffisant ou important, la subvention n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je tenais à le rappeler, et merci à tous les élus qui travaillent sur ce sujet, puisque c'est toujours de longs débats parfois pour quelques centaines d'euros. Avec les critères, ça fonctionne super bien. Merci beaucoup. Et donc nous passons à la délibération numéro 67. Est-ce que Arnaud, tu es capable de faire relativement court? Parce que je vois que tu as des conventions, je vois une délibération assez longue. Tu nous synthétises tout ça? Non, mais en fait, ce sont deux délibérations qui sont très proches, très similaires. C'est sur l'exposition au Jardin des Arts 2018. Donc, c'est l'exposition et résidence d'artistes contrepartie, convention tripartite, pardon. Donc, pour les conventions sont quasi identiques à celles de 2015 et 2016. Comme vous le savez, la commune poursuit son partenariat avec l'Association des entrepreneurs mécènes dans le cadre de l'exposition du Jardin des Arts du 1er mai au 16 septembre 2018. Pour cette édition 2018, la mairie et l'association co-accueillent l'artiste Christian Champin, qui exposera ses œuvres dans le parc de l'Armiline et sur l'espace public afin de former un parcours d'exposition. À l'occasion de cette exposition, une convention est établie entre l'association des entrepreneurs mécènes, la mairie et l'artiste Monsieur Champin. Cette convention annexée stipule les responsabilités de chacune des parties dans la mise en œuvre de l'exposition. Sont notamment abordés les points suivants: les modalités de résidence et le lieu de mise à disposition, les modalités d'exposition et d'aide des services municipaux, l'assurance, la promotion de l'exposition, le budget et les conditions de résiliation. La convention comporte 2 annexes, une fiche technique détaillant les œuvres figurant à l'exposition et les conditions d'installation. La convention relative aux droits d'auteur par lesquels l'artiste cède temporairement ses droits aux 2 parties. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission culture, communication et numérique du 8 mars 2018, de valider le partenariat avec l'association des entrepreneurs mécènes et Christian Champin dans le cadre de l'exposition du Jardin des Arts, d'accepter les termes de la convention et les annexes afférentes, et d'exécuter les dépenses afférentes sur le budget principal, antenne Cité des Sculpteurs, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Alors, ce que je propose, c'est que la délibération 68, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change le nom, et ça, il s'appelle Jeff
Lubrano. Donc on va voter les deux en même temps et on va éviter de les relire. Ah oui, Hein, non, mais je ça, ne prévoyais pas de la relire celle-là. On a gagné un peu de temps. Donc s'il y a pas, voilà, je vais faire le vote, les deux à suivre. Donc la thématique de cette année, donc les deux artistes qui vont être présents à Arméline, mais aussi dans la ville, on va être sur une thématique recyclage, puisque les deux artistes que nous avons retenus vont construire leurs œuvres à partir de produits recyclés. Donc Christian Champin travaille beaucoup le métal, donc récupère pas mal de choses dans les déchetteries et autres, des extincteurs, des cadres de mobylettes, différentes trucs, et c'est assez sympa, donc vous pouvez aller voir sur son site internet. Et Jeff Lubrano travaille le plastique, et donc là nous passons un partenariat avec le SMICTOM qui va nous fournir la matière première, et donc l'idée dans le parc Pasteur, c'est d'avoir un petit salon de jardin, on va dire, fait à partir de balles plastiques de récupération. Donc c'est assez intéressant, et nous allons essayer, dans le cadre de ces deux artistes, d'avoir une communication pédagogique sur toutes les problématiques de traitement des déchets et de recyclage qui sont d'actualité forcément. Donc voilà, deux artistes très intéressants, sachant que Christian Champin occupera notamment l'atelier, la vitrine qui donne rue du Maréchal Leclerc, et où il aura des œuvres plus petites, et donc les habitants pourront le week-end aller à sa rencontre, et pourquoi pas aussi acheter des œuvres de format plus petits qui sont accessibles. Alors accessible, c'est toujours relatif, hein, ça reste quand même de l'art, mais à quelques centaines d'euros. Voilà, il y aura des œuvres qui, je pense, peuvent intéresser certains habitants de Châteaubourg. Donc nous continuons ce partenariat avec là une vraie thématique sur le recyclage avec nos deux artistes. Mais tout ça vous sera présenté très prochainement voilà, en conférence de presse avec tout ce qui va bien, comme tous les ans. Est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas de questions, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les élus de la liste de Pablo Diaz s'abstiennent, et donc c'est adopté par les autres élus. Merci beaucoup. Et donc je passe à la délibération 69. Je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, concernant effectivement la Bretonnière, Coteaux de Cheminel, la Suaudière et les divers secteurs, et notamment l'externalisation de l'entretien des espaces verts. Donc pour rappel, dans le cadre de l'externalisation de l'entretien des espaces verts, donc de la Bretonnière pour le lot numéro 1, et des Coteaux de Cheminel, lot numéro 2, la Suaudière, lot numéro 3, ainsi que certaines haies plantées sur les secteurs suivants: Stade de Châteaubourg, Brunelière, Boulevard de la Liberté, Tréolière, Centre des Arts, Square Jean 23, donc qui constitue le lot numéro 4, la collectivité souhaite passer un marché d'une année renouvelable une fois, donc 2 ans maximum, avec des entreprises spécialisées pour la réalisation des prestations suivantes, que sont la tonte, le débroussaillage, la taille et le sarclage. Les commissions MAPA et Travaux Urbanisme du 20 mars 2018 ont procédé à l'examen des différentes offres. Ces offres ont été analysées et évaluées selon 2 critères: le prix sur 40 points et le mémoire technique sur 60 points. Le mémoire technique donc permet d'analyser les capacités de l'entreprise à répondre à notre marché. Donc il se décompose avec les rubriques que vous avez identifiées ci-dessous. Et donc selon les critères établis pour cette consultation, il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission MAPA et de la commission Travaux Urbanisme du 20 mars 2018, de valider l'analyse des offres pour retenir donc l'entreprise Jourdanière Nature pour le lot numéro 1 pour un montant de 60 786,88 € hors taxe, de retenir l'entreprise Serrant pour le lot numéro 2 pour un montant de 16 743,92 € hors taxe, de retenir l'entreprise Jourdanière Nature pour le lot numéro 3 pour un montant de 13 689,28 € hors taxe, et pour le lot numéro 4, l'entreprise ID Verdé pour un montant de 2014,64 € hors taxe. Et donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Donc le cumul de ces 4 lots représente un montant de 93 234,72 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des questions? Poursuite de l'externalisation? Non. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Aude pour la délibération 70. C'est l'avant-dernière. Alors, cette délibération concerne la formation des élus. Les crédits sont toujours plafonnés à 20% du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Il est proposé cette année de voter un budget pour la formation des élus à hauteur de 3 202 €.
pour l'année 2018. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et dernière délibération. Attendez, une question, je suis perdue. Délibération 71, pour le budget principal, le trésorier nous demande d'admettre en non-valeur la somme de 62 €. Voilà, ça a été vu en commission ressources le 12 mars, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Et nous en avons terminé avec le vote de ce budget. Est-ce qu'il y a des interventions, des remarques? Alors, je fais juste une piqûre de rappel pour le théâtre qui a lieu en ce moment. Donc, dernière représentation ce week-end. Il y a déjà eu un week-end pour ceux qui y sont allés. La chasse aux œufs, voilà, je le vois, j'essaye de penser à tous nos événements. Donc, la chasse aux œufs qui aura lieu dimanche. Lundi 2 avril. Et le marché, je laisse Arnaud, je ne connais plus la date. Le marché des producteurs locaux, le 15 avril, ce sera un dimanche matin, donc vous y êtes tous conviés. Avec le beau temps. Avec le beau temps, il est commandé. Ouais. Il est attendu, ce beau temps. Producteurs et créateurs locaux. Oui, alors si les parapheurs de signature peuvent revenir, et puis est-ce qu'il y a une intervention? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Juste une intervention, parce que Madame de Laverne s'attendait à une question de ma part, mais comment se fait-il que vous baissez le budget de la formation des élus? Les élus se forment plus, c'est ça? Surtout de la majorité. Les élus ne se forment plus, quoi. Les élus se forment moins. Nettement moins. On a calqué par rapport aux réalisations antérieures. Ouais. C'est 1800 € réalisés l'année dernière. 1800 €, et donc on budgète 3200. Bon, il y a de la marge. Moi, j'avoue que c'est vrai que je ne suis pas allé en formation du tout. Enfin, en fait, il y a pas mal de formations aussi qu'on fait. Moi, j'en ai fait une cette semaine sur la communication de crise, sauf que c'est financé par le PTB. Enfin voilà, il y a des organismes aussi extérieurs qui proposent des formations gratuites. Donc c'est vrai que nous avons avec Claire fait une formation communication de crise. Voilà, en cas de gros problèmes sur la commune, comment répondre aux caméras, aux BFM Télé et aux iTélé, sans dire de bêtises. Et informer, et les stratégies maintenant d'utiliser les nouveaux moyens de communication pour informer les administrés en cas d'attaque terroriste. Voilà. C'est un peu dans la thématique et on n'est pas forcément formé à ça. Et donc là, on a eu la chance d'être formé. Il y a des élus qui se forment avec leur compte personnel de formation aussi, ça passe plus par la mairie. C'est vrai, voilà. Tout à fait. Très bien. Et si pas, oui, je passe la parole à Serge. Oui. Oui. Oui, alors il n'y a pas... oui, enfin, il y a juste l'achat. On s'engage comme tous les ans à acheter une œuvre qui là s'inscrira dans le cadre de la rénovation du centre commercial Bel Air. Donc ça va passer sur ce budget-là. Et il n'y a pas de frais... alors, il y a des frais d'installation. Est-ce que je vais vous donner les éléments. On doit avoir ça. Vas-y, micro. En frais d'installation, on a prévu pour le premier artiste, donc Christian Champin, 500 € de frais d'installation. Et pour le second artiste, Jeff Lubrano, on a un budget côté mairie de 2500 € d'honoraires, de création de défraiements divers et puis nos divers frais d'installation. Donc globalement 3 000 € plus une œuvre qui sera à définir, à acheter dans le cadre de la rénovation du centre commercial Bel Air. On viendra placer une œuvre au milieu de la future place. Et c'est vrai qu'il y a une partie des frais, il faut le dire, et il faut remercier l'association des entrepreneurs mécènes, puisque je dirais au niveau du transport par exemple, ils fournissent, on mutualise beaucoup de choses et finalement si on faisait ça tout seul, les frais seraient beaucoup plus importants. Donc là, il y a une
bonne partie des frais qui sont pris par les entrepreneurs mécènes dans le cadre de la mutualisation de ce projet. Oui ? Il y en a un, en fait. Donc, le premier a des œuvres qui sont déjà réalisées, donc il les apporte. Et l'autre va vraiment créer à partir des balles plastiques du SMICTOM. Donc, il y a des coûts de réalisation un peu plus importants. Dans la résidence d'artistes. Tout à fait. Voilà. Et donc, il y aura l'atelier là où il y a les cours de sculpture, où Champin viendra tenir des permanences et où les gens pourront venir acheter des petits formats et venir rencontrer l'artiste. C'est aussi ça l'objectif. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le SMICTOM pour sa participation et avec qui les échanges se passent très très bien, y compris avec les artistes. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec eux sur ce projet. Voilà. Donc surveillez vos déchets, vous allez peut-être retrouver certains de vos déchets plastiques dans une des œuvres. Donc ne jetez plus n'importe quoi, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de clôturer ce conseil municipal.